Il s'agissait d'un artiste, je pense qu'il était de nationalité japonaise, je pense, qui a fait une œuvre en se servant du tilleul qui est placé devant la maison Zakin, et il a fait cette œuvre en accrochant des fils, je pense en nylon, où pendaient des petites pierres plates qu'il avait bien choisies. Je ne sais pas quels étaient les critères de son choix, et qui, avec le souffle du vent, il fallait un souffle, pas trop un vent, pas trop fort, mais il fallait qu'un peu de vent, qui les faisait bouger, et elles s'entrechoquaient, ou elles touchaient au sol d'autres pierres, ce qui faisait une petite musique, c'est difficile à expliquer, mais qui faisait comme un tintement qu'on entendait. Ça faisait pas beaucoup de bruit puisqu'il fallait s'approcher pour écouter, mais ça faisait un tintement très très harmonieux qu'on appréciait quand on s'approchait, qu'on prenait le temps de s'asseoir pour écouter. Et suivant le souffle du vent, le son était changé. Il pouvait donner des sons plus accentués ou plus doux, suivant la force du vent, quoi, et comment pouvaient bouger, s'entrechoquer les petites pierres qui pendaient. C'était très, très reposant à écouter, et c'était très simple. Il y avait le côté esthétique, puisque ça, c'était quand même des petites pierres qui pendaient, là, ça faisait un côté esthétique, mais c'était surtout le son, quoi, qui était, qu'on appréciait, et ces personnes pouvaient s'arrêter et pour écouter, et ça avait un côté poétique, si on peut dire, et reposant et calme. Pas calme dans le sens calme du silence, mais calme pour être reposant, quoi. C'est quelque chose que personnellement on a bien apprécié, mon mari aussi. Puisque c'était tout près de chez nous et qu'on s'approchait souvent pour aller l'écouter. C'était très simple, mais c'était... Bon, je pense qu'il y avait une technique pour pendre ces petites pierres. C'était pas une façon anodine, quoi, et c'était pas... Il avait une technique certainement pour qu'elle puisse s'entrechoquer ou toucher au sol. Enfin, le fait est que nous, on écoutait. C'était surtout le son qui était très, très harmonieux et gai, mais très, très simple et très doux. Alors, je repense à ça souvent parce que c'est vraiment typique. Je me souviens, alors j'ai pas le nom de l'artiste, hein, je suis désolée pour lui, c'est pas très grave, il se souvient pas de... Donc, c'était des tableaux, mais c'était achrome, si tu veux, vide, il n'y avait rien, blanc, dans la salle de la mairie et tout. Et il y avait juste un petit dépliant explicatif. Que envahi par les images, la pub, et lui, il en arrivait à montrer un format blanc où on pouvait réfléchir, enfin plein de choses comme ça. Et je me souviens que le truc, je me suis dit, mais si tu as pas l'explication, si tu as pas un texte de médiation ou quoi que ce soit, là, tu te dis, d'un seul coup, bah, le gars, il est bon pour le divan, quoi. Ce qui était,
Mais c'est ma première chose, mon premier. Bon, après, il y a eu d'autres expos, mais la première œuvre vraiment où j'ai eu un regard et ça plaît, ça plaît pas, mais au moins tu as quelque chose à échanger. Et je crois que, je ne sais pas si c'est à la même période, où au sol, il y avait une installation en terre anglaise, c'était même pas de la terre cuite, c'était de la glaise, un quadrillage, barreau, enfin tu pouvais... Là, j'ai pas eu autre chose dessus. À l'époque, il n'y avait pas, et puis c'était vraiment... le presbytère, c'était vraiment le donjon, c'était pas très accessible, quoi. Voilà. Il y avait pas il y avait une médiatrice, mais très peu de choses. Voilà. Si tu n'avais pas assisté, si tu faisais pas partie des élus, en fait, qui habitaient le village pour travailler ou pour avoir des relations un peu privilégiées avec l'administratrice, tu étais exclu, quoi. Enfin bon, voilà. Donc j'ai eu. Après j'en ai eu d'autres où je me suis posé des questions, où j'ai trouvé sympa ou pas sympa, mais c'était toujours sans explication, sans rien autour, quoi. C'est vraiment ce que tu vois, cette impression-là. Voilà. Mais la première œuvre vraiment dans mon truc, c'est vraiment ça a été ça, quoi. Acrome, rien, quoi, tout blanc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça, avec tout ce qui est, même les monochromes ou tout, tu peux, que ce soit exposé ou n'importe où, tu vois, franchement, c'est pas la pièce, c'est pas l'œuvre où je vais passer du temps à essayer de réfléchir, pas réfléchir, mais à dire j'aime pas, pourquoi, enfin bon. Le souvenir d'une œuvre, pour moi, c'est une œuvre de Daniel Dewar, de Dewar et Jekyll. Le souvenir, il est très prégnant puisque cette œuvre a été faite dans ma propriété. C'était une proposition de sa part. C'est une longue histoire. Elle est partie d'une demande de sa part de lui trouver une bille de bois qui soit relativement importante. C'est-à-dire qu'il fasse à peu près 1,50 m de diamètre, voire plus. Et il se trouve que j'avais dans ma propriété plusieurs billes de bois qui correspondaient à cela. Donc il est venu les voir, il les a photographiées, il en a choisi une. Et à partir de là, donc, il a attaqué son travail de sculpteur, parce que c'est réellement un sculpteur, Dewar et Jekyll sont vraiment des sculpteurs. Bon, il a attaqué donc cette œuvre dans ma propriété. Cette œuvre qui aujourd'hui représente pour moi un animal, c'est une forme très animalière, a nécessité beaucoup de temps de travail. Il a travaillé plus de 26 heures manuellement pour en arriver au résultat final. Le résultat final, cette œuvre est désormais exposée chez moi. Je l'ai achetée au fil du temps. Et donc, je vis avec. Et c'est surtout qu'à partir de cette œuvre, j'ai réaménagé complètement ma maison. C'est-à-dire qu'elle a été l'âme du salon de la maison, elle l'est toujours. Et j'ai tout aménagé autour de cette œuvre. Il y a une des années particulièrement dont j'ai un souvenir intense parce que j'ai été intensément sur le projet. C'était l'année des 9 villages. Je crois que le directeur artistique c'était Marc Charpin à l'époque. Je pense que c'était lui parce qu'il avait une œuvre lui-même, une œuvre qui était à Saint-Capré, qu'on a longtemps vue parce qu'elle est restée debout longtemps. C'était des très grands, c'était un cercle de pierres et des fûts d'arbres dressés au milieu d'autres arbres. Elle s'est effondrée elle-même, elle a disparu. Je pense qu'ils ont dû la démonter parce qu'elle devenait dangereuse, mais elle est restée là des années. Et c'est une œuvre que j'ai toujours beaucoup aimée, quoi. Ces arbres au milieu des arbres, tout simple, un truc tout simple. C'était vraiment très très beau. Après, il y avait... Ah ouais, c'était l'année où il y avait le grec.
Il y en a un qui a fait une œuvre qui est toujours en place à Freycinet-le-Gela, à la sortie du village, un petit peu sur le haut. C'est du fer. Il doit y avoir 9 barres de fer, avec au-dessus un tout petit village, juste à la pointe. Alors maintenant, c'était présenté rouillé à l'origine, et c'est toujours rouillé, et je pense que cette œuvre-là est toujours en place. Et quand j'y passe, je me dis, mais quelle justesse, quoi. Quelle justesse. Et l'autre Finlandais, il avait fait une œuvre à Gujunak. Donc moi, je le vois, je l'avais photographié dans la scierie en train de tailler son gros tronc. Là, c'était un gros tronc, et avec une sculpture à la pointe. C'était... Et l'ensemble de tous ces gens, alors là, je n'ai pas fait les 9. Ah oui, il y avait l'autre aussi, qui avait fait un banc rotatif, où tout le monde se tournait le dos. C'était à Marmignac, ça, avec des chaises oranges. Ça doit toujours exister. Ça doit toujours être dans les stocks de la mairie de Marmignac, ce truc. Alors c'était sur des roulettes, c'était une espèce circulaire, et tous les sièges étaient tournés vers l'extérieur. Et on pouvait le faire rouler dans le village. Comment il s'appelait cet artiste? Il est vachement connu aussi. Je me demande si je ne suis pas en train de mélanger toutes les années. Mais je crois que non. Maintenant, il y a une ouverture qui s'est faite, quoi. Il y a une ouverture qui s'est faite. Dans mes 30 ans, là, j'ai commencé à me dire, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, mais les clés sont pas faciles à trouver, quoi. Les clés sont pas faciles à trouver. Et des fois, on les trouve pas. Alors, il y a des œuvres aux Arcs, il y a des années aux Arcs. Bon, je prends acte. Puis il y a des années où c'est l'extase, le fou rire, voilà, des discussions, la discussion. Ouais, c'est bien, puis ça éclaire, moi ça éclaire tout mon travail, ça éclaire tout. La perception du monde que les artistes ont, et comment ils le représentent, et comment c'est éclairant tout ça. C'est éclairant. Mais c'est un vrai cheminement. Fréquenter l'art contemporain, c'est un vrai cheminement de soi-même, quoi, vers soi-même, vers voilà, l'enrichissement. J'ai plein de souvenirs de plein d'œuvres, donc, mais il y en a 2 qui ressortent beaucoup. Alors, je balance entre les 2. Et finalement, je crois que c'est toujours pas. D'ailleurs, je sens qu'elles sont très proches toutes les 2, mais d'une certaine manière. Mais allons-y pour les ombres portées. C'est quelque chose de très simple. C'est une artiste qui a dessiné sur la route les ombres portées de poteaux électriques et de fils électriques qui ont été supprimés probablement dans la lignée du classement du village, et qui donc les poteaux et les fils devaient être considérés comme inesthétiques, et donc les fils électriques ont été enterrés. Cet artiste ne les a pas connus, mais a entendu parler de ces poteaux et de ces fils, et les a dessinés sur la route à l'emplacement qu'il devait avoir, que ces ombres devaient avoir à une heure donnée. Mais évidemment, les ombres portées, dessinées sur le macadam, restaient tout le temps, avec la possibilité de coïncider avec les ombres réelles qui avaient existé 20 ans auparavant. Sauf que, bien sûr, les arbres, entre-temps, avaient eu la mauvaise idée de pousser,
Et donc, de ce côté-là, c'était faussé. Et donc, à chaque fois que je passais là, moi, je m'amusais à marcher sur ces ombres en pensant être fil de ferriste et marcher sur les fils électriques. Et surtout en me rappelant le passé que cela représentait. Et petit à petit, malheureusement, ces ombres dessinées sur le sol se sont effacées. Mais chaque fois que j'y passe, je les revois encore. Et je fais semblant de marcher dessus, même si elles n'existent plus. Je pense immédiatement à un dessin à l'encre de Chine de Daniel Coulet. Donc la première année des ateliers en 1988, ça je m'en souviens très bien. Et les artistes étaient logés dans la maison d'à côté en fait. Et on a passé énormément de temps, ma sœur et moi, dans cette maison, à partager les repas, les grandes discussions de fin de soirée. Et c'est vrai que ce qui m'a plu dans ces dessins de Daniel Coulet qui étaient exposés, alors je dirais, dans la salle de la mairie, je pense, à ce moment-là, aux Arcs. C'est donc, ce n'était que de l'encre de Chine et tout était donc en noir et blanc, en fait. Voilà. Et à l'intérieur de chaque dessin, on pouvait en fait avoir différentes interprétations, voir différentes choses. Chacun avait son propre ressenti ou interprétait à sa manière ce qu'il voyait. C'était en 90 et c'est la première fois que j'étais venu voir les ateliers des Arcs et j'avais vu un truc, des œuvres du même artiste complètement spectaculaire. C'était tout en modelage poterie et c'était que des cartables, des colliers avec des boucles, mais c'était fait d'une beauté, c'était d'un réalisme fou, même posé au coin d'un mur et ça prenait la forme du mur, etc. Comme une sortie de classe et les enfants jettent le cartable et vont courir à droite à gauche. Et c'était vraiment, il y en avait dans, je sais pas le nombre, mais il y en avait un peu partout dans le village des Arcs. Et c'est vrai que c'était spectaculaire, posé à droite, à gauche, fallait les chercher. Non, c'était super sympa, vraiment. Je ne me rappelle plus l'année, là. C'était une œuvre qu'avait fait Antoine Boutet. Il était en résidence ici. Et donc, il avait installé 2 panneaux devant le presbytère. Là. Un panneau où il y avait marqué « touriste » et un panneau où il y avait marqué « nuisible ». On avait branché un capteur dans une vallée en bas de la Doue. Donc à chaque fois qu'un animal passait devant le capteur, ça enregistrait sur le compteur. Et on avait branché aussi un capteur à l'entrée du musée. Donc à chaque fois qu'un touriste rentrait dans le musée pour visiter, ça s'affichait 1, 2, bon voilà. Et après, il y a eu une polémique par rapport à ça, parce que les panneaux étaient face à face comme ça. Donc, il y a eu une polémique qui est montée même, je pense, jusqu'au Conseil général, où les gens voyaient touristes nuisibles. Ils pensaient que c'était... c'est pas ce qu'Antoine voulait faire. Ils pensaient que c'était un rapport entre la fréquentation du musée, voilà. Donc touristes nuisibles. Donc ça n'avait pas plu, ça. Il y a eu une grosse polémique par rapport à ça. Donc après, les gens sont intervenus. Certaines personnes ont même fait démonter ces 2 panneaux pour fêter un événement. Et voilà, donc après on a juste pensé à un truc, c'était de retourner les panneaux, de mettre un panneau nuisible d'un côté et touriste de l'autre, qu'il soit dos à dos, quoi. Et là, la polémique s'est un peu arrêtée. Mais tout à fait au départ, c'était... je sais qu'Antoine Boutet
Il en pleurait quand même, parce que c'était pas son idée de faire le rapprochement entre un nuisible et un touriste, quoi. C'est pas ce qu'il voulait dire, quoi. Mais bon. Voilà. Ça, c'était un truc qui nous avait marqué aussi, parce que je sais qu'un soir à minuit, il était sur la place, là, il pleurait comme une madeleine, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait faire, quoi. Et après, on a retrouvé ces panneaux, et la polémique est retombée comme... voilà. Donc après, il y avait eu... ces 2 panneaux avaient été démontés, avaient été cachés sous des fleurs, là, parce qu'il y a un événement. Il y avait aussi un sanglier, il avait mis un sanglier en bas de la verrière, là. Enfin, c'est pas un sanglier, c'était des morceaux de sanglier. Il y avait une tête, une mûre de sanglier avec des 4 pattes. Et donc, comme c'était un événement festif, quoi, ma compagne, Josiane, avait décoré le sanglier avec un chapeau. Elle lui a mis un chapeau sur la tête, on avait mis des rubans aux pattes. Voilà, pour faire voir que c'était pas du tout l'esprit d'Antoine de faire ça. Donc c'était un truc qui a marqué aussi beaucoup. Hein. Oui, ce dont je me souviens très bien, c'est en 1999, ça correspondait finalement à mon retour au village, après avoir sillonné un peu la France. Donc l'œuvre était dans le cadre d'une résidence qui s'intitulait 9 sculptures, 9 villages, 9 villages, 9 sculptures. Et j'ai le souvenir d'une œuvre qui était très proche de la mairie, sur l'esplanade, en main droite de la mairie, quand on regarde la façade, qui s'intitulait... en fait, c'est le principe. En fait, c'était Driss Arcidé qui était invité une 2e fois, puisqu'il était arrivé aux Arcs en 1989. 10 ans après, il avait été choisi également pour rendre hommage à Zetkin. Alors, il avait récupéré un tronc d'arbre dans l'atelier de Zetkin. De son tronc d'arbre, il avait gravé une phrase importante, puisque ce serait la dernière qu'il aurait prononcée avant de partir pour la clinique de Neuilly, de ne pas en revenir en 1967. Il aurait dit à sa femme « C'est maintenant que je sais ce que je dois faire ». Cette phrase, il avait gravée sur ce tronc qui était resté en attente dans l'atelier Zetkin. Avec l'autorisation des propriétaires, il avait pu déplacer ce tronc d'arbre, le sculpter, le remanier, uniquement la gravure de cette phrase. Et sur ce tronc était disposée une valise, mais une valise renforcée comme une malle, ouverte, et qui contenait de la terre qui provenait de la rue d'Assas, de son jardin de la rue d'Assas. Et symboliquement, c'était l'idée de l'oubli, de l'exil, de ces 2 lieux si importants et de travail pour Zetkin. Et donc cette œuvre a été vraiment marquante pour moi, parce que ça correspondait finalement à mon retour au village, et j'étais plongé dans cet attachement aussi, et cet hommage à Zetkin par Driss Arcidé. C'était en 1999. Ensuite, les réactions aussi du public. Je me souviens des visiteurs qui disaient oh, ça n'a pas de sens, tout ça. Donc il a su expliquer et renforcer son idée en rajoutant une pierre gravée. Et lors des travaux de la résidence, parce que tout a été aménagé, j'ai fait en sorte que cette pierre reste là, parce que c'était un vestige en quelque sorte de son travail. Et discrètement, elle est contre un mur sur l'esplanade de la place de l'Olme, comme on l'appelle aujourd'hui, devant la mairie, pas très loin de chez Nuno et Patrice Béguin. Alors voilà, c'est une trace de son travail qui a été marquant pour moi en 1999. C'était en 2021 et c'était une dame, mademoiselle, je ne sais pas, mais qui ferait avec des herbes, des longues herbes, un tapis. Et elle était, je ne sais pas le nom, le woven, avec les petites lignes et avec des longues herbes. Elle était comme ça, comme ça, comme ça, et l'autre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tissée. Et elle tissait un tapis. Mais
elle était là à le truc de fer, là-bas, l'atelier. De temps en temps, 6 heures à le matin, 11h30 le soir, tous les jours, elle était comme ça, avec les herbes. Et finalement, c'était un tapis. Mais beaucoup le temps de travailler. Et elle était très concentrée tout le temps. Et je pense que ça, ici, c'est comme une méditation, je pense, c'est comme une méditation. Et à le soir de vernissage, c'était un tapis. Et c'est ça, c'était une très bonne mémoire. Une œuvre, bon, j'ai eu du mal à me décider. Moi, je me focalise sur un truc en vidéo, on voit que ça risque d'être sympa. Alors, en fait, c'est un gars qui a fait, je ne me rappelle plus son nom, un gars qui a reproduit à l'échelle 1, en fait, en grandeur nature, une navette de la guerre des étoiles, du film Star Wars, de la saga Star Wars, en fait. Grandeur nature, c'était étonnant, en bois, en fait, devant la salle des fêtes, ce qui est maintenant la salle des fêtes. En fait. Je ne me rappelle plus son nom, c'est dommage. Quoi. Bon, ça peut se retrouver, je pense. Et donc c'était étonnant, en bois. Alors, il a fait de la voliche, quoi, mais en fait, il y avait un gros... Je trouvais ça assez impressionnant, en fait, parce qu'il a fait un gros travail de charpente, en fait. C'était comme une charpente. Comme ça faisait quand même un volume, tu vois, je sais pas. C'était assez volumineux, quoi, et... Donc, ouais, avec des gros bastins comme ça, une grosse armature, et après, tout recouvert de planches. Pas tout, voilà, enfin bon, pas de peinture, pas d'antenne, pas de spot, machin, pas la guerre des étoiles, mais enfin, voilà, tout en bois. Voilà. Donc, il y a cette œuvre en particulier, voilà, s'il faut parler d'une œuvre. Et après, je voulais juste dire que j'étais content de travailler dans ce village, quoi, à cause de cette dimension artistique, justement. Voilà, c'est super sympa, quoi. Il y a l'art, quoi, qui est présent tout le temps, quoi. Voilà, qui rencontre des artistes, c'est des souvenirs aussi de bons moments, quoi, avec les artistes. C'est cool. Un jour, il y avait un artiste ici qui avait un nom d'origine néerlandaise. Et je crois qu'il s'appelait Piet. En hollandais, ça se prononce Piet. Et il m'a dit, est-ce que je peux te prendre en photo? Je dis, parce que je veux transformer cette photo, je veux la transformer en œuvre d'art. Alors je me suis dit, je vais être une œuvre d'art, et ça m'a très surpris. Et je dis, bon, on fait l'aventure, parce que moi, en tout cas, j'aime toujours l'aventure avec les gens, n'importe qui. Et il m'a pris en photo, il m'a montré les photos, et au bout d'un certain moment, il m'a dit, bon, maintenant, je veux te transformer en œuvre d'art, et je vais te montrer ça aussi. Et j'étais agréablement surpris de ce qu'il avait fait de moi, ou bien de mon apparence, parce qu'une photo, c'est uniquement une apparence. Et ce qui était agréable là-dedans, c'était bon, ça m'a plu, parce qu'il y avait un fond de bleu là-dedans, et c'est ça que je gardais en souvenir, et finalement, il m'a même passé une reproduction de son œuvre qui était faite sur un rouleau en plastique. Il a mis ça sur polyester parce que ça donnait plus de... Comment dire, c'était plus vers... en fait, une éternité, parce que une œuvre comme ça, elle a une apparence d'éternité. Si on peut appeler ça une éternité, c'est à cause de ça que je parle d'apparence. C'est le travail d'un artiste qui a séjourné aux Arcs au tout début des résidences. Si je me souviens bien, c'était en 1990.
hein, donc première résidence a eu lieu en 1988, qui s'appelle Driss sans Sarcidé. C'est un artiste qui avait été choisi par le commissaire de cette année-là, qui était Thierry Raspail, qui était directeur du futur musée d'art contemporain de Lyon, qui n'était alors qu'en préfiguration. Driss, c'est un artiste un peu singulier, et il a réalisé une œuvre qui était assez fortement inspirée par des sujets qui le concernaient. D'une part, l'exode rural, et il a par exemple installé sur la place des Arcs quelques rails de chemin de fer avec un petit train, et à heures régulières, il y avait un enregistrement qui indiquait l'arrivée puis le départ du train. Alors qu'il n'y a évidemment jamais eu de gare ni de voie ferrée aux Arcs, mais c'était une façon de rappeler un peu, au fond, ce qu'avait été ce monde rural, désormais à l'écart de toutes les voies de circulation. Il avait aussi fabriqué des valises en argile qu'il avait installées devant un certain nombre de maisons, notamment les maisons qui à l'époque n'étaient pas occupées. Aujourd'hui, toutes les maisons sont occupées, mais à la fin des années 80, il y avait quelques maisons qui étaient vides, en bon état, mais qui n'étaient pas occupées à l'année. Et ces valises en argile symbolisaient un peu pour lui, là encore, le départ. Il avait d'ailleurs trouvé une vieille valise qu'il avait aussi utilisée, une valise authentique cette fois, qu'il avait aussi utilisée à un moment dans son travail. Et puis il était avec un petit groupe d'amis. Il y avait un de ses amis qui, de façon assez régulière, allait à Casals, notamment le dimanche matin, et jouait au garde champêtre qui annonçait un peu les nouvelles. Donc ça, c'était tout un aspect de son travail en relation, au fond, avec l'histoire qui a été celle de ce village qui, au début du XXe siècle, avait 1000 habitants et qui aujourd'hui en a moins de 200. Hein, et qui, au début, et qui dans les années 80 était encore peut-être moins habité en permanence qu'il ne l'est redevenu aujourd'hui. Il y a eu un deuxième aspect de son travail qui lui a suscité des polémiques qui étaient liées à une référence à la période de l'occupation et notamment au statut des Juifs instauré par le régime de Vichy. Il avait placardé des affiches qui rappelaient au fond le statut des Juifs, et ça avait suscité un certain émoi dans la population parce que il y a des gens qui avaient pris ça au premier degré en ne voyant pas du tout que c'était une façon de dénoncer l'arbitraire et la persécution. Et c'était d'ailleurs en relation avec un travail qu'il avait conduit ou qu'il allait conduire, je ne sais plus s'il l'avait déjà mis en œuvre, à Toulouse, dans une galerie qui se trouve rue Courbaragnon, près de la cathédrale et de la préfecture, où il avait transformé la galerie en magasin de vêtements tel qu'on pouvait en trouver dans les années 1940 en France, et qui notamment était un tailleur qui cousait les étoiles jaunes. Donc dans la vitrine, il y avait des manteaux, des vestes avec l'étoile jaune, et quand tu passais devant, tu avais vraiment l'impression d'une grande authenticité. Hein, voilà. Donc c'était un autre aspect de son travail. Et ce travail nous a plu à Norbert Dufort, le conseiller prosa plastique de la DRAC, et moi à l'époque. Et un peu plus tard, on lui a commandé, à l'occasion des journées du patrimoine de 1990, je crois, qui était placé sous l'intitulé Patrimoine et création artistique, nous lui avons commandé une œuvre d'art spécifique qui a été réalisée un peu en dehors de sa résidence, mais qui était liée à sa présence ici. Il y a un peu à l'écart des Arcs une petite église qui s'appelle l'église Saint-André, qui est entourée d'un petit cimetière. Hein. C'est parce que jadis, la masse qui passe là pouvait avoir des crues. Bon, c'était pas les crues du Dniepr
bout du Rhône, mais importante, et donc il y avait une petite communauté qui avait son église et son cimetière. Et il a conçu et mis en œuvre un projet tout à fait magnifique qui a consisté à prendre un certain nombre de tombes dans le petit cimetière et de tendre entre ces tombes et l'église des grandes cordes lestées de boules pour leur donner toute leur tension. L'ensemble du dispositif formait une espèce d'encre de marine. Et c'était comme si, au fond, toutes ces tombes accrochées à l'église allaient prendre un nouveau départ, une espèce d'envol qu'aurait emmené, qu'aurait provoqué cet amarrage à l'église. Donc c'était une œuvre très belle, très forte, qui a suscité là encore quelques débats dans la population, disant c'est un peu irrespectueux d'utiliser des tombes, etc. Mais peut-être parce que les gens n'ont pas immédiatement perçu la portée symbolique et presque spirituelle du travail de Driss Sansarsidé. Voilà, parmi bien d'autres, un artiste, une œuvre, une intervention, une présence, parce que ce qu'on retient aussi des artistes, pas de tous, je dois le dire, mais c'est aussi la qualité de leur présence durant leur résidence aux Arcs. J'ai retenu une belle prestation de Mathieu, qui était peintre, qui faisait de jolis tableaux sur la place là, de la mairie, que j'allais voir pratiquement tous les jours avec ma chienne Bali, et d'une sculptrice qui s'appelait Julia. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre lors de la résidence aux Arcs. Après, ils sont remontés tous les deux sur Paris. Et pour concrétiser, ils ont fait le Petit Colme. Voilà. Mais lui, je sais qu'il passe à la radio, dans le truc d'art. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est. Voilà. Et qu'il y a un bouquin aussi, toujours au niveau de l'art, où il est très souvent, voilà. Donc, elle, je ne sais plus si elle continue à sculpter, je pense que oui. Et un soir de résidence, là, je les ai rencontrés. Ils venaient de se faire coiffer tous les deux à Casals. Je les ai félicités et je leur ai demandé que j'hésitais à mettre un pantalon ou une robe. Ils m'ont dit une robe tout de suite, spontanément. J'ai dit, tu as bonne mine, hein, Julia, je te vois toujours en pantalon. Elle m'a dit, c'est parce que j'ai de vilaines jambes de par ma sculpture et tout ça. Voilà. Voilà. Elle, c'était plutôt un buste de femme. Et puis lui, c'était une peinture très particulière, mais très jolie. J'adorais les couleurs. Je saurais pas, il faudrait faire des recherches, quoi. Je suis tombée en arrêt devant, je pourrais plus. Il m'avait dit que je pourrais faire une très bonne critique au niveau peinture, parce que il y avait une toile que j'affectionnais particulièrement, mais c'est lointain, hein. Donc pour le raconter précisément, il faudrait que Romain fasse des recherches. Je crois que le tableau était dans le premier atelier là, perpendiculaire, tu vois, là, aux autres ateliers. Et par contre, le buste, je sais pas exactement. Je me rappelle plus exactement. Mais j'ai dit à mon amie d'enfance qui est venue, je lui dis, ça te fait penser à quoi? Elle me dit, un buste de femme. Mais j'ai dit, moi, c'est pareil. Et ils étaient tous les deux à la fenêtre. Alors, ils ont dit, c'est Annie, parce qu'ils m'appelaient par mon prénom. Voilà. Et le tableau, là, il a dit, pour la famille, je serais prêt à le donner, je sais plus combien, tu vois, à le vendre, je sais pas combien, voilà, pour la famille. Voilà. Et moi, je leur avais dit que s'ils revenaient, ils monteraient prendre une voiture dans le coffre à jouets de mes petits-enfants. Et puis, je les ai jamais revus. Je sais à peu près la date parce que c'était mes petits-enfants qui étaient ici
Et la plus petite avait 4 ans, et elle est rentrée dans l'escargot, qui a été construit par un certain monsieur Théo, qui venait du Japon. Il est venu 2 mois et demi environ avant la présentation de l'escargot. Il a mis tout ce temps pour le construire, et il le construisait avec des baguettes de bois très fines qui pouvaient onduler d'un sens dans l'autre. Ce qui fait qu'il a fait une coquille d'escargot qui était une coquille d'escargot. Ça ressemblait à un escargot vraiment. Donc en bois, du bois, et il a recouvert tout le toit de l'escargot avec des bandes de mousse qu'il a mis par-dessus, ce qui fait que ça faisait comme une petite maison, avec une porte d'entrée. Et après, quand il a eu le vernissage, on a pu entrer dans l'escargot. Il fallait se baisser un peu, je fais des gestes, il fallait se baisser un peu, parce que la porte était quand même assez basse. L'escargot mesurait environ 3 mètres de diamètre, et peut-être pas de mètre de hauteur. Et on rentrait, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait voir. Ce qui fait qu'on était à l'intérieur, c'était tout noir, une chambre noire d'appareil photo. Et il y avait des trous, un peu partout. Donc on regardait par un trou, et en regardant par le trou, on avait en face le paysage extérieur à l'envers. C'est-à-dire s'il y avait un chêne en face, il était placé à l'envers. Les fleurs à l'envers. Et ça, c'était la surprise pour tout le monde. Mais on était quand même un peu pas debout complètement. Voilà. Et ce qui fait qu'au début, les gens n'ont pas pensé que ça pouvait être ça. Donc, ils ne sont pas tellement venus le voir. C'est quand les premiers qui l'avaient vu ont tout raconté qu'ils sont venus le voir. Mais les enfants, eux, n'étaient pas tellement intéressés par ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils venaient devant, ils faisaient le tour, et ils demandaient à ce qu'on les prenne en photo devant l'escargot. Voilà. Et je peux dire que ça a été pour moi, qui suis des arcs, le meilleur souvenir de tout ce que les artistes ont fait aux arcs. Si quelqu'un entend ça, il va dire que je l'ai tort, sans doute. Mais c'est ce qui m'a vraiment le plus frappé. Voilà, sur l'escargot. Et après, pendant 2 ans, les gens venaient visiter l'escargot normalement. Il était placé pas très loin de la chapelle, en allant vers les arcs, à gauche dans le pré, tout au bord là. Il y a une maison qui a été restaurée. En face de cette maison, on ne voit plus rien parce que la nature fait son travail et il n'y a pas d'emplacement de l'escargot, que je regrette beaucoup.